Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos dédiées aux mégalithes de l'Île-de-France. Ils sont moins nombreux qu'à Carnac, mais vous verrez, ils sont tout aussi intéressants. Allez, c'est parti. Et ça tombe bien les amis, parce qu'aujourd'hui on est juste à côté de chez moi, à la base de loisirs du Port aux Cerises, et on va découvrir ensemble ce magnifique menhir appelé la Pierre à Mousseau. On est plus précisément en Essonne, à environ 20 km au sud-est de Paris. Cette base de loisirs est située à la fois sur les communes de Draveil et celle de Vigneux. Voici le plan général de la base. Le menhir se trouve près de la Seine, du côté Vigneux. D'ailleurs, pour la petite histoire, celle-ci fut d'abord le domaine d'un château, puis vers 1900 une sablière. On a donc beaucoup de chance que ce menhir signalé dès 1723 existe encore. Il porta plusieurs noms. Pierre de Monceau, Grosse Pierre, Gros Caillou ou encore la Grosse Bourne. Il n'est pas du tout caché dans la base. Il suffit de suivre la grande allée sur environ 200 mètres partant de la piscine en plein air et tourner à droite au panneau numéro 11. Le site est très bien entretenu. Et d'ailleurs les équipes venaient juste de finir de passer la tondeuse à gazon. Ce menhir, classé monument historique en 1889, a même droit à 2 panneaux d'information. On va lire le premier ensemble. La Pierre à Mousseau est datée de -4000 à -2000 avant Jésus-Christ. Ce serait le premier témoignage d'une culture néolithique, dite de Cerny, issue de la civilisation sénoise-marne, qui enterrait ses morts dans des sépultures collectives, allées couvertes ou dolmens. Ce menhir est en grès stampien et aurait pour origine une carrière située à 6 km d'ici environ, près de la ville de Brunoy. On va d'abord faire un petit tour rapide du mégalithe, et puis après on analysera un petit peu chaque face pour voir ses particularités, et elles sont assez nombreuses. Donc son deuxième petit panneau, la Pierre à Mousseau, menhir de Vigneux-sur-Seine, entre 4000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, néolithique dans le bassin parisien. Allez les amis, on commence ce petit tour rapide du mégalithe. Donc ça, je vais l'appeler la face avant. Elle ressemble vraiment à un visage, avec cette sorte de chevelure, cet œil et cette rainure qui forme la bouche. Donc on continue sur la tranche avant, on va l'appeler comme ça aussi arbitrairement. Elle est très belle aussi. La face arrière, qui est beaucoup plus lisse que la face avant et qui ressemble beaucoup moins à un visage. Et on finit par cette tranche arrière qui est très arrondie, un petit peu en forme de haricot, et encore une fois qui ne ressemble pas du tout à la tranche avant. Il mesure 2,70 m de hauteur pour 1,40 m de largeur et seulement 70 cm d'épaisseur. Il ferait environ 6 tonnes. Donc comme d'habitude, les menhirs on retrouve ça très souvent, mais ils sont souvent beaucoup plus larges qu'épais. Je pense que ce choix des proportions, c'était un peu voulu par les bâtisseurs, c'était une sorte de trompe-l'œil. Et à mon avis, ça avait un sens artistique peut-être chez eux. Je fais à peu près 1,75 m. Comme ça, vous vous rendez mieux compte des proportions de la bête. On commence par cette magnifique face avant. On va s'intéresser d'abord à la chevelure. Ces marques sont naturelles. On les retrouve très fréquemment dans le grès de Fontainebleau. D'ailleurs, plutôt qu'une chevelure, on dirait quasiment un cerveau. Alors, l'autre caractéristique un peu étonnante de ce menhir, c'est cet œil. On voit vraiment une belle fissure. On a l'impression qu'ici ça a été retravaillé pour accentuer cette forme. D'ailleurs, quand on regarde bien, même ici, ça fait une sorte d'angle droit. Je ne pourrais pas vraiment dire si c'est naturel ou pas.
avec ce nez. On dirait que tout ça, ça a été façonné exprès pour lui donner cette allure un peu anthropomorphe. Comme pour l'œil, je ne suis pas sûr que la cassure qui forme cette oreille soit totalement naturelle. Cette face est constellée de petites fissures et de marques rondes. On retrouve ça très souvent sur les roches de Fontainebleau. Si vous avez déjà vu mes vidéos, ça ne vous étonnera pas. Donc quand même la fissure de la bouche est assez particulière, je trouve. Pour moi c'est naturel, mais encore une fois j'ai l'impression que ça a été un petit peu retravaillé. Surtout à ce niveau-là. On dirait qu'on a piqué un peu la pierre pour accentuer ce détail. Juste en dessous, on voit comme deux demi-cercles sûrement d'origine naturelle, et cette encoche qui elle semble assez récente. En 2000, on restaura la base de ce menhir, et c'est peut-être à cette occasion que cette marque fut faite. Je le dirai de nombreuses fois, mais c'est vraiment un de mes menhirs préférés. Il a des formes vraiment particulières. En tout cas, il ressemble vraiment à un visage humain. On va tourner sur la tranche avant. Donc on a toujours vraiment l'impression de ce visage. Même encore plus ici, je trouve, sous cet angle. J'ai même l'impression de voir une statue Moai, avec la chevelure qui ferait le chapeau, et la cuvette en bas qui formerait la bouche. Alors la tranche avant est tout aussi intrigante que cette face avant. On va commencer pareil par le haut, la chevelure. Encore une fois, ces marques, bien qu'étranges, semblent tout à fait naturelles. C'est l'écoulement de l'eau qui a formé ces petits canaux. Alors encore une fois, toutes ces formes sont naturelles. Avec la cassure, on voit que cette tranche avant se mêle à la face avant d'ailleurs. Le plus intéressant pour moi sur cette tranche avant est sa base. Alors cette sorte de fosse, c'est naturel. C'est sûrement une petite cascade qui tombait à cet endroit-là sur le grès. Ça a formé cette cuvette. Et si on regarde bien, sûrement que l'eau ensuite s'est coulée ici, a formé toute cette grande fissure jusque là. D'ailleurs ça fait un peu comme des sortes de cupules. C'est une forme encore une fois qu'on retrouve très souvent dans le grès de Fontainebleau. D'ailleurs il y a cette marque étrange en forme de triangle dans cette cuvette. Elle est peut-être naturelle, mais on dirait que l'on a frotté la pierre autour pour en faire ressortir la forme. Elle me rappelle d'ailleurs celle des haches en pierre polie. Il faut savoir qu'avant sa restauration en l'an 2000, cette partie du menhir était enterrée et n'était donc pas visible. D'ailleurs, dans la deuxième vidéo, vous verrez que cette marque, je l'ai également retrouvée sur d'autres blocs. Et c'est plutôt intriguant. Peut-être que c'est lié à l'histoire de la base de loisirs. D'ailleurs, on a retrouvé ce qu'on appelle une tombe assiste, pas loin de ce menhir. C'était une sorte de grande fosse ovale renforcée par des dalles et des pierres sèches et qui contenait une quarantaine de corps. De nombreuses haches en pierre polie ont d'ailleurs été trouvées à l'intérieur. Alors on passe à cette face arrière. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est qu'elle est beaucoup plus lisse que la face avant. On voit quand même quelques grosses rainures. Donc moi, ça me fait penser qu'on a ici en fait la face d'extraction. En effet, c'est sûrement cette partie-là qui n'était pas à l'air libre. C'est pour ça qu'elle est moins marquée, par l'eau. Bon, comme d'habitude, hein, des tags, c'est un peu la norme en Île-de-France. Encore une fois, on voit une marque étrange en demi-cercle. Et c'est plutôt difficile de dire si elle est totalement naturelle. Une belle fissure faite par l'eau. Et une étrange cupule, comme si on avait mis un coup de pioche au menhir. À proximité des abris ornés, on retrouve souvent ces formes.
qui sont faites par l'eau généralement, mais des fois on se demande pareil si elles n'ont pas été retravaillées, s'ils n'ont pas frotté un peu tout ça, par exemple avec du sable ou d'autres pierres, pour accentuer ces formes. On a quand même ici un beau sillon qui descend jusqu'à ces petites cupules. Encore une forme, une sorte de petite cuvette faite par l'eau. Et pas mal de petites rainures comme d'habitude dans le grès. C'est une roche assez friable. Bon, on va passer à la dernière partie de ce menhir, la tranche arrière. Comme la face arrière, elle était également très lisse. Elle faisait sûrement aussi partie de la phase d'extraction. Elle n'a d'ailleurs pas du tout la même forme que la tranche avant. Ici, pas de marque spécifique pour la chevelure, à part ces belles mousses qui mettent ces formes en valeur. La tranche arrière se mêle aussi à la face avant, et on voit ici très bien la cassure de l'oreille. Et même si elle n'a pas été retravaillée, je pense qu'on a choisi cette pierre spécifiquement pour ces formes-là. Alors il y a cette marque que je trouve intéressante, d'ailleurs si on regarde bien, on dirait deux cercles. Il y en a un qui est beaucoup plus accentué. Ça, on n'a pas pareil, on a l'impression que ça a été un peu retravaillé, comme si on pouvait y mettre sa main et se poser pour regarder dans la direction dans laquelle proute le menhir. D'ailleurs, on va regarder son orientation tout de suite, les amis. On va dire que ça c'est l'arrière du menhir et que sa tête pointe vers l'avant. Donc on regarde. Eh bien écoutez, ça fait... on va mettre le petit truc bien, regardez. Vous pouvez dire comme moi, nord-ouest. C'est d'ailleurs le cas pour d'autres mégalithes de la région, comme on le verra dans de futures vidéos. Donc si vous avez déjà vu certaines de mes photos, vous serez rendu compte que le soleil se couche dans cette direction au mois de juin. Cette marque ocre à la base du menhir vient sûrement de l'époque où il était plus enterré et consolidé à l'aide d'un cerclage de pierre et de ciment. On en reparlera d'ailleurs dans une future vidéo. Alors je sais pas pour vous, mais moi je trouve que la pierre à mousseau, ça lui va pas vraiment. Moi je l'aurais appelé plutôt l'ancien vénérable, peut-être le géant endormi. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, surtout si vous voyez autre chose qu'un lissage. Franchement, j'en ai vu aucun à Carnac qui avait me faire des ennemis, mais qui avait autant de personnalité, je trouve. Alors peut-être c'est la multitude là-bas qui vous empêche de voir vraiment des spécificités, mais celui-là est tout à fait original quand même. Bon alors je vais faire un petit peu mon coming out. Je vous avoue que je suis très sceptique, et quand je touche ce menhir, et certains jours j'ai l'impression de sentir des picotements, comme une vibration. Alors je vous avouerai que j'y connais pas grand chose, même rien. Alors après on peut trouver des explications rationnelles, hein. Il y a peut-être un cours d'eau qui passe juste sous cette pierre qui la fait un peu vibrer de temps en temps. Peut-être que c'est la chaleur du soleil aussi qui réchauffe la pierre et qui donne cette impression de palpitation. Et puis il y a la Seine hein, qui est quand même à 200 ou 300 mètres. Donc est-ce que c'est le fleuve qui fait parfois vibrer un peu la pierre? Je ne sais pas. Si vous avez pareil des idées, eh bien faites-en part dans les commentaires les amis. Bon les amis, je pense qu'on a tout dit. Je vais prendre quelques photos, refaire quelques tours de ce magnifique menhir et puis je vais me rentrer. Donc la prochaine fois, encore une fois, on ira à Brunoy voir cet alignement qu'on appelle la femme et la fille de Lot. Et je vous ferai aussi ensuite une vidéo sur l'histoire de la pierre à mousseau et de cette base de loisirs qui est liée à une certaine famille qui s'appelle Piketty. Donc si vous êtes breton, peut-être que ce nom vous évoque quelque chose.
En tout cas, on verra tout ça ensemble très prochainement. J'espère que ça vous a plu. On va se rapprocher lentement de ce magnifique bloc. Et puis moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans de futures vidéos. Portez-vous bien et je vous fais la bise. Ciao tout le monde.